Et bonjour Julien Bayou. Bonjour. La crise sanitaire s'invite de nouveau pour les fêtes de fin d'année. À quelques jours de Noël, le gouvernement convoque syndicats et patronat ce matin pour une visioconférence avec l'idée d'instaurer le pass sanitaire dans les entreprises, de l'étendre à tous les salariés. Est-ce que vous y êtes favorable ? Bon, je pense que ça ressemble clairement à une obligation vaccinale. Et donc nous, on est sur la ligne de l'Organisation mondiale de la santé, convaincre plutôt que contraindre. J'entendais le chef de la CGT, Philippe Martinez, qui expliquait que, en substance, on n'a pas fait assez pour inciter à la vaccination, pour aller vers les personnes qui sont isolées peut-être. Dans les entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Eh bien, j'en discutais avec lui. Il y a par exemple des centres commerciaux où quand vous travaillez comme employé, vous n'avez pas le loisir entre guillemets de pouvoir prendre une pause pour aller vous faire vacciner en centre-ville par exemple. Et donc il y aurait un enjeu à aller vers ces salariés qui peuvent être très précaires, qui peuvent avoir le souhait de se faire vacciner, mais qui ont tout simplement pas la latitude. L'inspection du travail pourrait être renforcée également. En règle générale, on a besoin d'une inspection du travail, on a besoin de santé au travail. C'est le plan que propose Yannick Jadot à partir de 2022. Mais là, dans l'immédiat et dans l'urgence, la santé au travail pourrait inciter à vacciner, et pourquoi pas les médecins pourraient pratiquer la vaccination dans les grandes entreprises. Vous savez que dans les grandes entreprises, il y a les salariés de l'entreprise, souvent une multinationale, mais vous avez aussi une foule de sous-traitants. Ça peut être les vigiles ou les camions qui arrivent, et ça pourrait être des centres de vaccination en fait, itinérants, mobiles, temporaires, ponctuels, pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se faire vacciner. Mais qu'on comprenne bien, vous n'êtes pas contre le principe du pass sanitaire pour aller travailler ? Si ça revient à une obligation vaccinale, en fait, moi j'ai un... En fait, c'est presque un problème éthique. C'est-à-dire que si on prive de vie sociale une partie de la population, parce que finalement, l'État a abandonné l'hôpital public dans les décennies précédentes, j'ai un vrai sujet. C'est un glissement dangereux de priver de vie sociale une partie de la population. Donc les écologistes, par exemple, voteront contre au Sénat si ça arrive comme mesure. Là, au Sénat, là, il y a un groupe écologiste, vous dites nos troupes voteront contre parce qu'on considère qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour ce pass. Je sais pas très bien compris votre position. Vous avez entendu que le président allait lancer une concertation. Comme d'habitude, le président il lance une concertation et j'imagine les groupes politiques qui sont reçus par le président. J'imagine qu'il entendra les réserves tant des employeurs que des salariés. Ou alors peut-être qu'il fera comme d'habitude et il décide de tout seul tout le temps. Et donc, je pense que ça sera plutôt la deuxième solution, comme d'habitude. Les autorités scientifiques ne recommandent pas la vaccination obligatoire. Donc nous on est assez Est-ce que c'est réellement un problème de latitude aujourd'hui ? Vous parliez des personnes isolées, on peut imaginer, notamment chez les plus de 65 ans, qu'il y a des difficultés à se vacciner. Pour les autres, est-ce que c'est un problème de latitude ou de conviction, tout simplement ? Il y a des personnes qui sont réticentes au vaccin, effectivement. Je trouve que c'est dramatique. Moi, j'appelle chacune à se faire vacciner, à faire cette troisième dose. Pour ma part, moi, c'est le 23 décembre pour pouvoir évidemment passer les fêtes de fin d'année de manière plus sereine, notamment au contact des personnes plus âgées. Mais je le maintiens que contraindre à la vaccination peut être très contre-productif. Et puis, je vois en fait une sorte d'hypocrisie complète, si vous voulez. Pourquoi ne libère-t-on pas les brevets ? C'est-à-dire que notre stratégie vaccinale ne peut pas tenir si on ne permet pas à l'ensemble de la population, notamment en Afrique... Ça ne règle pas le problème immédiat avec le variant Omicron. Oui, mais Julien Bayou. sauf qu'à chaque fois on nous dit ça. Ça fait 1 an et demi qu'avec les écologistes, avec Yannick Jadot, avec les députés européens, nous réclamons la libération des brevets. Et ça fait 1 an et demi qu'on nous dit « Non, mais attendez, dans l'immédiat ». Et puis ça va prendre 3 mois ou 6 mois pour redémarrer ces chaînes de production. Et ben ça fait un an et demi, et donc ça aurait fait 1 an que nous aurions pu démarrer et assurer une couverture décente de l'ensemble de la population. Ces variants se développent au sein de populations qui sont immunodéprimées. C'est bien malheureusement la situation. Est-ce que c'est le problème des brevets ou de COVAX avec un système de don de vaccins qui irait plus vite selon un certain nombre d'experts là aussi que la question des brevets ? Faisons les deux. Mais la réalité c'est que COVAX est un échec et que ça a été utilisé comme une diversion pour éviter de libérer les brevets. Je le maintiens. Et donc il y a une hypocrisie complète, en particulier de la France, qui au niveau européen ne se bat pas pour faire de cette libération des brevets une réalité. Julien Bayou, Israël classe la France parmi les pays à haut risque. L'Allemagne, classe la France parmi les pays à haut risque quand Israël interdit à ses ressortissants de venir en France. Vu de l'étranger, la France a l'air de ne pas en faire assez, justement, pour lutter contre le développement de ce variant Omicron. Est-ce que vous auriez souhaité aussi des mesures de freinage, des couvre-feux, comme on en voit aux Pays-Bas, ou le retour des jauges dans les grands magasins avant les courses de Noël, par exemple ? Nous, les écologistes, nous réclamons... Alors, il y a des actions immédiates et puis il y a des actions structurelles. Il
Il y a un problème, c'est que l'ensemble de notre réaction, elle est finalement indexée sur la capacité des hôpitaux. Et cette capacité, elle a été amoindrie par les différentes politiques. Ce gouvernement, évidemment, qui a continué à fermer des lits, mais les gouvernements précédents, le mandat Hollande, a maintenu la tarification à l'acte, a maintenu l'affaiblissement du service public, en particulier de proximité. Et évidemment, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy. C'est ce que vous aviez dit lors d'une précédente vague, qu'il n'y avait pas assez d'anticipation et que du coup, les mesures étaient prises un peu dans l'urgence. Et vous pouvez me faire le crédit de la constance. Mais on y est dans l'urgence, oui, sauf qu'en fait, on est dépendant de choix catastrophiques qui ont été faits dans le passé. J'insiste là-dessus parce qu'on ne peut pas tout simplement dire... Si on avait plus de lits, on laisserait plus de gens potentiellement tomber malades ? Eh bien non, je dis juste qu'on serait moins dans la détresse, en particulier ces soignants, qui sont peut-être obligés de choisir, qui sont épuisés, et on aurait une capacité d'absorption plus grande, effectivement. Et donc, ce sont des choix catastrophiques qui ont été faits, qui sont en fait, malheureusement, ce qu'on a vu dans la primaire à droite, la course à qui supprime le plus de fonctionnaires. Nous voulons dire, nous les écologistes, que on ne considère pas les fonctionnaires comme une donnée comptable. C'est un investissement. Quand vous avez des enseignants, c'est mieux pour nos enfants. Quand vous avez des policiers, c'est mieux pour notre sécurité. Quand vous avez des soignants, c'est mieux pour notre santé. Et ainsi de suite. Et je pourrais continuer évidemment sur les inspecteurs du travail ou les inspecteurs des impôts dont nous avons besoin. Donc nous voulons au contraire investir dans ces services publics et en particulier ces services publics de proximité. Ça, c'est pour la vision de long terme. Ça, c'est pour la vision de long terme. Et à court terme, il y a un texte qui arrive au Parlement début janvier qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Pour faire simple, un test négatif ne suffira plus pour aller dans certains endroits. Est-ce que ça aussi, vous y êtes, êtes réservé ? Je le redis et de manière constante. Nous sommes alignés sur la position de l'Organisation mondiale de la santé, convaincre plutôt que contraindre. Et donc tout ce qui s'apparente à faire en fait une vaccination obligatoire me pose un problème. Je pense que c'est contre-productif de présenter le vaccin comme une sanction. Et me pose un problème éthique, je le redis, c'est un glissement dangereux de léguer entre guillemets aux générations futures le fait qu'on puisse comme ça priver, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, priver une partie entière de la population. Vous savez, ça ressemble à des mauvaises dystopies, cette science-fiction négative. Qu'on prive par une décision souvent prise seule par le président de la République, une partie de la population de sa vie sociale, me pose un problème éthique. Voilà, je dis que c'est un glissement, un précédent dangereux que je ne veux pas léguer aux générations futures. Il y aurait beaucoup à faire sur les capteurs de CO2. Sur la ventilation. Là encore, nous le disons depuis 1 an et demi. Sur le fait de développer des transports aux heures de pointe. Sur le fait d'avoir un encadrement du télétravail. Tout sur le fait de enfin cesser, de la part de ces différents ministres, la cacophonie qu'on a subi depuis 1 an et demi sur les tests, les masques, là sur la transmission des enfants ou je ne sais quoi encore. Les solutions, on en parle dans un instant. Incitation plutôt qu'obligation, c'est la ligne ce matin. Un passage par le fil info à 8h15. Et Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, invité du 8h30. On va parler d'énergie. Neila, la France est contrainte d'acheter de l'électricité. Oui, les cours atteignent de nouveaux sommets après l'annonce de l'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires d'EDF. Julien Bayou, si je voulais être un peu provoque, je vous demanderais quand même si on a un avant-goût de ce qui se passerait si le programme de Yannick Jadot était appliqué à la présidence de la République. Mais vous plaisantez. Si j'étais un peu provoque, je poserais la question. Au contraire, vous savez que c'est l'entêtement dans le nucléaire qui nous met dans cette difficulté. Les autres pays qui ont un mix énergétique beaucoup plus varié, nous on est vraiment à grande majorité dépendants du nucléaire, les autres pays ont moins de difficultés. Là, en fait, on a un avant-goût de l'intermittence que représente l'énergie nucléaire. On nous a tout dit sur le nucléaire. Pour vous, c'est la preuve qu'il faut en sortir. Ça marche pas. Ça marche pas. Vous avez 16 réacteurs à l'arrêt. Vous avez la centrale. 16 sur 56. Sur 56. Pour donner une idée. Vous avez. Mais donc c'est énorme. 30%. Vous avez la centrale de Civaux, qui est la plus jeune, 1999. Elle a une vingtaine d'années. On pensait qu'elle pouvait durer 20 ans. Il y a des problèmes de corrosion sur des lieux sécurisés où il ne devrait pas y avoir ces problèmes. En fait, ça marche. C'est la preuve que le nucléaire est dangereux aussi ? Le risque nul n'existe pas, pour le coup, avec le nucléaire. Sauf que le risque nul avec une éolienne est quand même infiniment moins dangereux qu'avec une centrale nucléaire. Je pense que tout le monde peut me concéder ça. Le risque nul n'existe pas. L'indépendance énergétique est un leurre. On le voit là, mais par ailleurs, l'uranium, la matière première, est importé. Le coût, le nucléaire actuel, là, post-Fukushima, est 2 fois plus cher que l'éolien et les autres renouvelables. En fait, il n'y a plus aucun argument pour le nucléaire. C'est un peu comme si, vous savez, il y avait les adorateurs de la bougie, et puis il y a l'électrique qui arrive. Et les adorateurs de bougie disent non, on a vraiment toujours fait comme ça, c'est super, etc. Enfin, je comprends pas l'entêtement dans le nucléaire. C'est la revanche des Amish et de la lampe à huile. En fait, véritablement, quelle est
l'argument pro-nucléaire aujourd'hui. Je ne comprends pas. Vous voyez, les centrales actuelles, vous en avez 16 qui sont à l'arrêt, y compris les plus jeunes. Les EPR, c'est soi-disant le réacteur de nouvelle génération, c'est celui de Flamanville qui va taper les 20 milliards d'euros au lieu de 3 ou 4. Il y a un argument écologique qu'on vous avance sur les faibles émissions de CO2. Je vais répondre là-dessus. Les EPR, ils ne marchent pas. Voilà, celui de Finlande ne marche pas, celui de Taishan, il y a eu une fuite. Bon, et on nous dit qu'on va en faire 6 de plus. Si ça, c'est pas de la lubie, reproduire un fiasco à 6 fois l'exemplaire, incroyable. La question écologique, les émissions. Et les SMR, les mini-centrales, ne sont pas disponibles avant 2035, au mieux. Puisqu'il n'y a pas de pays qui a un prototype. Donc quand ce président, parce qu'en fait c'est ça, il n'y a jamais de débat sur le nucléaire, il nous en faut plein. Ça marche pas, c'est pas fiable, c'est super cher, ça garantit en rien l'indépendance énergétique, mais il en faudrait plein, on ne sait pas pourquoi, ni qui décide de quoi, comment et pourquoi et à quel prix. Vous voyez, nous disons, nous voulons un débat. Et en même temps, la continuité du nucléaire est dans chaque programme présidentiel pour lequel les Français ont voté depuis des années. Mais personne n'a jamais mis le débat sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes caricaturés. C'était un peu la phrase de provoque initiale. Comme si nous voulions fermer les centrales aujourd'hui. Simplement sur l'aspect écologique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'argument sur le nucléaire là-dessus ? Eh bien, que pour des nouvelles centrales, il faut 15 ans. Donc en fait, la décennie critique du climat, c'est maintenant. C'est ce que nous dit l'ONU, c'est ce que nous dit le GIEC, le rapport de scientifiques sur le climat. La décennie critique du climat, c'est maintenant. Et Yannick Jadot au pouvoir, qu'est-ce qu'il décide sur le nucléaire début mai ? Eh bien, la sortie progressive, en bon ordre, du nucléaire, c'est-à-dire la montée progressive des énergies renouvelables, parce que le climat n'attend pas, c'est maintenant. C'est quoi en bon ordre ? C'est 2030, 2035, 2040 ? C'est au moins 25 ans. Effectivement, et en garantissant l'approvisionnement et la fourniture d'électricité à l'ensemble des Françaises et des Français. On ne jouera pas au dé avec l'approvisionnement électrique. Ceux qui jouent au dé avec l'approvisionnement électrique des Françaises et des Français, c'est ceux qui s'entêtent dans le nucléaire. Vous avez 16 réacteurs, c'est pas moi qui l'invente, 16 réacteurs à l'arrêt, des EPR qui ne marchent pas et des SMR qui sont une chimère. Vous parlez de l'approvisionnement électrique. Les gens sérieux, c'est nous. À assurer pour les Français. Là, en l'espèce, la France va devoir importer de l'énergie produite à partir de charbon ou de gaz. Donc, c'est pour ça qu'il eût fallu écouter les écologistes et démarrer plus tôt l'investissement dans les énergies renouvelables. Il faut renoncer à ces approvisionnements, justement, au nom des accords de Paris et puis au nom de la décarbonation de l'économie française. Malheureusement, on ne peut pas. C'est-à-dire que faute d'avoir écouté les écologistes plus tôt, qui alertaient sur cet entêtement, l'entêtement dans le nucléaire a tué Areva. Qu'est-ce qui fait ? Et risque de tuer EDF. Nous aurions écouté les écologistes, et je ne parle pas de moi, je parle des anciens et des anciennes, plus tôt, nous ne serions pas dans cet embarras, parce que, par exemple, l'éolien offshore... Qu'est-ce qui fait que les Français ne s'emparent pas de cette question ? Vous dites personne n'a posé ce débat. Les écologistes le font à chaque campagne présidentielle depuis des années, et pourtant ça ne prend pas comme une préoccupation, comme le climat peut aujourd'hui mobiliser les citoyens. Vous ne vous rendez pas compte de l'intox qu'il y a. Enfin, quand on vous dit le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique, qui peut être contre ? C'est faux, il n'y a pas d'uranium. On l'importe de pays dans des conditions sociales et environnementales désastreuses. Donc il y a une intox monstrueuse sur le nucléaire, tout simplement. Donc petit à petit, je vous le dis, EDF, le nucléaire a tué Areva. On se rend compte qu'en fait c'est pas cher que ça. Et maintenant qu'on est dépendant de prix de l'énergie complètement délirant, je crois que c'est 6 fois le prix désormais, parce que le nucléaire n'est pas capable d'assurer une énergie en hiver notamment, c'est la fameuse intermittence du nucléaire, eh bien je pense que les Françaises et les Français s'en rendent compte. Et pour être par ailleurs, il y a EDF qui explique que la crise sanitaire a aussi bousculé le calendrier d'entretien d'un certain nombre de centrales. Pour être complet, c'est les arguments des uns et des autres. Évidemment. Après, moi je suis plutôt favorable à ce qu'on entretienne les centrales. En l'occurrence, cette semaine, achat d'électricité, notamment à l'Allemagne ou à la Russie. Est-ce qu'il faut ne pas le faire au prix, par exemple, de l'urgence climatique ? Non, attendez, mais ne me faites pas dire, moi, au contraire. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Je dis que nous voulons sécuriser l'approvisionnement. Je dis aussi que le nucléaire n'est pas la bonne manière de le faire, tout simplement. En fait, vous avez le maintien du nucléaire pour les centrales sûres. Bugey, Tricastin, peut-être sont à fermer en premier. C'est l'autorité de sûreté du nucléaire qui le dira. Sous un président écologiste, Yannick Jadot, on écoutera évidemment les autorités indépendantes sur le sujet. Maintien du nucléaire et sortie progressive en bon ordre, y compris contractualisation avec les salariés pour organiser la sortie. Développement massif des énergies renouvelables de manière concertée pour que ça ne se passe pas comme le chaos actuel, mais qu'on puisse développer notamment l'éolien offshore. Et puis la rénovation thermique, la sobriété.
Vous savez qu'investir aujourd'hui, par exemple, emprunter... Vous dites aux Français et aux entreprises qu'elles doivent moins consommer aussi d'électricité, être plus raisonnable. Non, mais favoriser la réduction de la facture. C'est la fameuse rénovation. Vous savez, il y a des logements... moi, j'ai des convecteurs électriques chez moi. On sait très bien que si vous chauffez, en fait, vous chauffez aussi un peu les pigeons, que ça coûte extrêmement cher pour un rendu très faible. Il y a un enjeu de rénovation thermique. Et là, je vous parle pas de... Quand on parle de bâtiments publics, ça veut dire un investissement qui est rentable. On payera moins de factures d'énergie pour les écoles, pour les tribunaux, pour les commissariats, avec un meilleur confort. Oui, c'est cet enjeu d'investissement qui réduit in fine la facture facture énergétique pour l'ensemble des Françaises et des Français. On a parlé mix énergétique, Julien Bayou. Et qui crée beaucoup d'emplois au passage. On va parler mix politique juste après le fil info à 8h50 avec Mélanie Delaunay. Et Julien Bayou qui a lu cet appel dans le JDD hier, 1500 élus de gauche, certains élus Europe Écologie Les Verts, notamment des soutiens d'Yannick Jadot qui appellent à une candidature commune de la gauche pour la présidentielle. Vous leur répondez quoi? Il y a un projet. Nous avons organisé une primaire. Ce projet, c'est l'écologie. Le climat et les inégalités sont l'enjeu du siècle. Rejoignez et soutenez les écologistes. Vous dites la candidature unique, c'est Yannick Jadot? S'il y a une candidature unique, parce qu'il y aurait une convergence sur le projet, évidemment, ça ne peut être que l'écologie. Vous savez, en 18e siècle, c'est l'invention des Lumières. 19e siècle, c'est la fixation de nos institutions, on va dire, le droit de vote, la République. 20e siècle, c'est la protection sociale. 21e siècle, c'est le climat, c'est l'écologie, c'est la lutte contre les inégalités, c'est l'approfondissement de notre démocratie. Il y a d'autres projets. Vous avez l'extrême droite, passé fantasmé, le spectre de la guerre civile, et l'Algérie française et les femmes à la maison. Enfin bref, tous les délires et les tromperies sur l'histoire. Il y a les conservateurs. Alors c'est un coup Emmanuel Macron, un coup Valérie Pécresse, qui disent à peu près la même chose, qui sont toujours pour la baisse des services publics, qui sont toujours pour cette histoire de ruissellement. La vérité, c'est que c'est un ruissellement à l'envers. C'est les plus pauvres qui cotisent pour les plus riches, en vérité. Et puis il y a ce projet d'avenir, l'écologie, le climat, la lutte contre les inégalités. Vous y croyez, à 4 mois du premier tour, au scénario qui n'est pas celui d'un crash de la gauche, que ce soit Yannick Jadot ou un autre, ou une autre? On s'organise pour ça, vous savez. C'est un travail au long cours, une présidentielle. Moi, je suis secrétaire national depuis 2019. C'est les européennes avec une percée. Nous étions déjà troisième, loin d'un second tour, évidemment, mais troisième avec Yannick Jadot. C'est les municipales, la conquête de nombreuses villes, y compris parmi les plus grandes ou parmi les plus petites d'ailleurs. C'est les régionales où, quand nous sommes arrivés en tête en Ile-de-France, en Pays de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, nous avons su organiser ce rassemblement. C'est un Vous dites en tête, c'est devant vos éventuels partenaires de gauche. C'est pas forcément en position de qualifiable pour un second tour de la présidentielle. Non, effectivement, mais on y travaille. Il n'y a que 2 places. Nous avons organisé un socle programmatique, l'écologie, les services publics, la redistribution par l'impôt, que les petits payent petits, que les gros payent gros, l'égalité salariale, enfin, la lutte contre les discriminations, la transition écologique et tous ces emplois. Nous avons organisé une primaire. Ça a été un beau match, des débats sans se battre, quoi. Yannick Jadot l'a emporté et on est en bon ordre derrière lui ou autour de lui. Vous savez, à cette époque de l'année, en 2016, je crois que François Fillon était largement favori. Bayrou et Valls étaient à 12. Et finalement, ils n'étaient pas candidats. Donc, on est dans une pré-campagne. Nous installons des thèmes. Vous attendez que le canard enchaîné élimine les autres pour passer au deuxième tour ou ça va se passer autrement? Non, la presse fait ce qu'elle veut. Non, je pense que l'enjeu, c'est d'installer des thèmes, de pouvoir poser les jalons d'un grand projet de société enthousiasmant pour le pays. C'est ce à quoi Yannick Jadot s'astreint. Il a organiser des rencontres avec les différents représentants des employés, des employeurs. Quand il propose vendredi son plan pour le travail, pour que le travail rémunère enfin dans cette société, tout le monde nous parle de valeur travail, personne ne veut augmenter le SMIC. Personne ne veut faire en sorte qu'on puisse vivre décemment, honnêtement, j'ai envie de dire, porter le SMIC de son travail. À 1500 € de mémoire, la proposition de Yannick Jadot. Et augmenter les autres salaires, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas que du SMIC. Le SMIC, ça envoie un signal, ça envoie un marqueur, en particulier parce que dans notre pays, malheureusement, beaucoup de personnes sont au SMIC et il y a ces fameuses conventions collectives qui démarrent en dessous du SMIC. Donc évidemment, le fait de dire on augmente 120 € net immédiatement et on le porte à 1500 net sur le mandat, c'est un signal fort. Mais c'est aussi la santé au travail, c'est aussi la réduction du temps de travail. Julien Bayou, vous évoquez les aspects programmatiques de Yannick Jadot. Oui, il y a aujourd'hui une situation. Vous-même avez dit sur l'Union de la gauche qu'une addition d'impasse ne faisait pas un boulevard, reconnaissant que
il y avait tout de même un problème aujourd'hui pour porter, on va dire, une candidature de gauche au second tour de la présidentielle. Hier, à votre même place, la question du leadership à gauche de Yannick Jadot était posée à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui était chez Europe Écologie Les Verts jusqu'en 2015. Je vous propose de l'écouter et on revient tout de suite après sur la candidature de Yannick Jadot. Je le plains parce que il fait une campagne dans des conditions qui sont pas possibles. Mais après, ça montre aussi quand même, au-delà de ça, que Yannick Jadot a un problème, puisque il est supposé rassembler la gauche, rassembler les Français autour d'un projet écologique. Il n'est même pas capable de rassembler son parti. Il y a un problème de leadership. Et donc, je vois bien que ça n'ira pas très, très, très loin. Sans vous demander de commenter l'intégralité de la déclaration, est-ce que sur le leadership, sur la question du leadership, on vous a entendu sur le programme. Barbara Pompili qui a quitté l'écologie pour aller porter une loi, si vous vous souvenez, c'était peut-être de la préhistoire, en 2016, pour aller accompagner le mandat Hollande sous le Premier ministre Valls, pour aller faire une loi sur la biodiversité qui comportait la suppression des néonicotinoïdes, pesticides, tueurs d'abeilles, toxiques pour la santé. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est ministre de l'écologie, je crois. Des autorisations temporaires qui ont été réintroduites. Elle est revenue là-dessus. Voilà. Donc moi, ces histoires, évidemment, si c'est elle qui nous critique, si c'est elle qui nous critique, évidemment, moi je prends ça plutôt comme une petite légion d'honneur. Quand c'est Sandrine Rousseau qui a terminé à quelques centaines de voix seulement de Yannick Jadot, qui dit bravo Christiane Taubira, pourquoi pas finalement faire cette primaire et avoir un seul candidat commun? Non, je ne crois pas que Sandrine Rousseau ait dit nouvelle primaire. Que Christiane Taubira s'engage pour l'écologie, la justice sociale, la démocratie, et comme le dit Éric Piolle, eh bien dans ce cas-là, qu'elle soutienne la candidature de Yannick Jadot, bien sûr. Aujourd'hui, je ne connais pas le programme de Christiane Taubira. On ne va pas passer un mois à attendre que quelqu'un envisage d'être non candidat ou candidate. Hein. Nous avons, je le redis, un projet. Quand on est sérieux et ambitieux pour le pays, eh bien ça se travaille. C'est ce que nous avons fait. Yannick Jadot est notre candidat. Elle vous a parlé, Christiane Taubira? On s'est écrit très rapidement par politesse. C'était pas encore pour la bonne année. Bon, on discutera peut-être à l'occasion. Mais non, l'enjeu, c'est le climat et la justice sociale. Voilà, je vous le redis, il y a 3 projets sur la table en fait. D'un mot, Julien Bayou, il y a 10 jours, sur France Info, vous nous disiez évidemment que Yannick n'ira pas dans une nouvelle primaire à gauche. Ce que je comprends, c'est que c'est toujours aussi évident pour vous. C'est évident, bien sûr, évidemment. L'enjeu maintenant, c'est de parler aux Françaises et aux Français. C'est ce travail qu'a fait Yannick Jadot sur le travail, justement. Hein, après avoir fait l'échange, la véritable concertation avec les syndicats et les employés. Et maintenant, comment on met en place un vrai plan de santé au travail? Comment on ne se résout pas à ce qui est 13 ans d'espérance de vie entre les salariés les plus riches et les salariés les plus modestes? Que chacune puisse vivre décemment de son travail, en termes de revenus et en termes de santé au travail. D'évidence, comme dirait l'autre. Merci Julien Bayou. Merci.